Écossignes d'Anguien, Écossignes-Lalin et Marches-les-Écossignes constituent une seule commune depuis la fusion portant le nom d'Écossignes. C'est ainsi que la maison communale d'Écossignes d'Anguien, mis à part quelques services laissés aux anciennes maisons communales, est devenue la maison communale où se déroulent les manifestations importantes et où se célèbrent les mariages de l'entité, ce qui a conféré à la Grand Place d'Écossignes d'Anguien une importance croissante, outre le marché hebdomadaire du mercredi avant midi. Auparavant, cette Grand Place était en fait un terrain libre où il y avait ici un jeu de balle, où il y avait ce qu'on appelait la chambre commune, c'est-à-dire un petit édifice carré qui servait de maison communale. Il y avait sur cette place une fontaine et il y avait autour de cette place de grands arbres. Mais quand nous disons place communale, il faut s'entendre, car la première place communale ne se trouvait pas à cet endroit. Elle se trouvait primitivement près de l'église Saint-Remy, et la grande place sur laquelle nous nous trouvons maintenant n'est appelée de ce nom pratiquement que depuis la fin, le dernier quart, disons, du 19e siècle. Non loin de cette place, ou plus exactement en bordure de celle-ci, se situe l'Hôtel de Ville, un bâtiment qui date de 1870. Son aménagement intérieur a été modifié de nombreuses fois depuis sa création. Il faut noter, à droite de la porte d'entrée, un écusson gravé aux armes de la ville de Saint-Quentin en France, avec autour l'inscription « Les évacués de Saint-Quentin reconnaissants » et le millésime 1917. Les habitants de cette ville vinrent en effet se réfugier à Écossignes lors de l'offensive allemande dans le nord. Devant la maison communale, le kiosque construit avec de la pierre bleue locale, mais aussi avec du granit des Vosges et du grès de Grand-Glise pour les pilastres. Vous avez à chaque coin de cette place deux bâtiments intéressants sur le plan historique. Vous avez un bâtiment qui se trouve près de la rue Maurice Canon et qui est la ferme dite du Jeune, qui date de 1623. Et puis vous avez l'actuelle pharmacie Poulet, mais qui autrefois était une maison de maître. C'est là qu'est né le comte romain Albert Dubois, décédé en 1940, le seul Écossinois à figurer sur un timbre-poste et qui était membre de la Comédie Française. Au coin de la rue Canon et de l'actuelle rue des Otages, en face du corps de logis de la ferme dite du Jeune, et tenant aux dépendances de la ferme, le salon de la Concorde était au début du siècle le local de nombreuses sociétés d'agrément et la salle de bal la mieux cotée du village. Il était aussi connu sous le nom des divers tenanciers, salon à l'art ou salon moulin, ayant succédé à un estaminet le Mouton. Ce bâtiment fut détruit en 1947 et remplacé par un monument aux morts. Le monument aux morts qui porte le nom de l'ultime sacrifice. C'est un monument qui est dû au talent du sculpteur monumentiste Hector Brognon, qui a fait de nombreux monuments aux morts de la région, et notamment le monument en hommage à Marguerite Berwoutz, qui se trouve donc dans la cour du lycée de la Louvière. Le château fort d'Écossignes-Lalin révèle bien des surprises aux visiteurs. Niché au bord de la Seinette, perché sur un piton rocheux, il défendait dès le XIIe siècle l'évêché de Cambrai contre celui de Liège. Ça a toujours été une place forte parce que l'endroit est stratégiquement et géographiquement est spécial. C'est un éperon rocheux, un éperon barré, et cet endroit défendait le gué de la Seinette. De tout temps, ça a été donc une place forte. On pense que du temps des Romains, il y avait déjà une oppidum ici. Au XIIe siècle, c'était un genre de grosse ferme qui, au cours des siècles, a évolué. Par la suite, l'histoire aidant et les siècles passant,
3 familles importantes ont occupé les lieux. Les Lalin dès le XIVe, les De Croÿ qui dès le XVIe siècle le transforment en château de plaisance, et les Vandenburg qui rachètent le château en 1624. Les Lalin ont vendu leur propriété aux Croÿ au XVIe siècle. À ce moment-là, elle a perdu son aspect défensif. Les Croÿ l'ont aménagée en résidence plus agréable à vivre. Ils ont abattu la 4e aile et fait de nombreuses fenêtres pour faire entrer la lumière. Plus tard, le château est rentré par alliance aux Lalin, qui l'ont vendu au début du XVIe siècle à la famille Vanderburg. Cette famille était originaire de Furnes et a acheté le château parce qu'il avait reçu la charge de gouverneur du Hainaut. La famille Vanderburg est restée ici jusqu'en 1854. À ce moment-là, le comte Vanderburg a vendu son château aux d'Arambert, qui n'ont jamais habité le château, qui l'ont laissé à l'abandon. Et il le fut abandonné pendant plus de 70 ans. Occupé par les Allemands en 1914, qui l'utilisèrent comme lieu d'internement, par les Canadiens en 1918, il faillit être abattu et transformé en cité ouvrière en 1920. Heureusement, le chanoine puissant, qui aimait les belles choses, le racheta en 1923 pour le revendre en 1927 au comte Adrien Vandenburg, qui visitait là le château de ses aïeux. C'est le chanoine puissant, un esthète de Mons, qui l'a racheté en 1920. Et il a persuadé le comte Adrien Vanderburg, dernier arrière-petit-fils du dernier comte Vanderburg, à racheter le château de ses ancêtres. Celui-ci a rendu au château son âme d'antan. À la mort de son fils unique, il en a fait une fondation pour perpétuer le souvenir de sa famille et garder des souvenirs de l'artisanat du Hainaut. Comme on le voit, ce château des Caussin-Lalin est passé dans beaucoup de mains. Aujourd'hui, classé monument historique, il est géré et entretenu grâce, entre autres, à la fondation Vandenburg. Et on peut le visiter tous les week-ends et jours fériés, de Pâques à la Toussaint. Vous pourrez y découvrir de prestigieuses collections de faïences de Tournai, admirer des linteaux de cheminée richement décorés, ou d'autres curiosités, comme cette horloge dont le poids est de l'eau, unique en Belgique. Assurément, le déplacement vaut le coup d'œil. Et dernière précision, lundi c'est jour férié, mais il est quand même ouvert. Quant aux anecdotes... Des anecdotes. La reine Victoria a failli naître ici. Ses parents, le duc et la duchesse de Kent, étaient en visite un mois avant sa naissance, je crois. Le bourgmestre de Bruxelles, au moment de la guerre de 40, a été mis en garde à vue ici, M. Van de Meulenbroek. Il est resté pendant tout le restant de la guerre. Dans un marronnier, il y a encore des fers auxquels les Canadiens attachaient leurs chevaux. Attention 23, le train est la destination de Rennes. Pour 2 trains annoncés, voie 3. Toutes nos gares ont une histoire et celle des Caussin-Carrière ne fait pas exception à la règle. Les bâtiments actuels datent d'une vingtaine d'années. Ils se distinguent par quelques particularités architecturales et historiques. C'est une gare qui n'a jamais été inaugurée. Alors, je ne dis pas que c'est un cas unique, mais disons que c'est un cas rarissime, sauf le souterrain qui a été inauguré. Et le souterrain a été inauguré en 1973, et alors que l'on attendait le ministre par train, ce qui était tout à fait normal puisque c'était le ministre des Communications, il s'est amené en voiture. Une gare jamais inaugurée et flanquée d'une tour en petit granit pierre du pays. Une tour qui aurait dû servir de porte-drapeau, mais l'accès en est tellement périlleux qu'à une exception près, jamais de drapeau n'a flotté à son sommet.
Et lorsque, il y a 5 ans, les horloges se sont arrêtées, aucun téméraire ne s'est lancé dans l'ascension de la dite tour. Ainsi, à Écosine-Carrière, il est suivant l'angle, midi ou midi-quart. La première gare d'Écosine avait, elle, été inaugurée officiellement en 1848. Elle était dotée d'un passage à niveau qui causa dès sa création beaucoup de désagréments. Et comme vous pouvez voir, la longueur de ce passage à niveau est assez large. Et comme ce passage à niveau a été construit vers 1845 à peu près, il est évident qu'il n'y avait pas de traction automobile, c'est-à-dire que tout était hippomobile, alors ça allait beaucoup plus doucement, et de ce fait, il y avait un garde-barrière, il y avait un passage à niveau, mais ça a incommodé énormément les gens parce que ceux-ci devaient parfois rester 20 minutes, ou alors il fallait interrompre non pas le passage des trains, mais les manœuvres en gare pour que ceux-ci puissent passer. On tenta de remédier à ces problèmes de circulation en construisant d'abord une passerelle métallique pour les piétons et en creusant ensuite une route sous les voies pour les charrois. Ainsi, petit à petit, la gare d'Écosine-Carrière et son environnement se modifièrent. À partir de 1970, on procéda partout à l'électrification des lignes. Avec la disparition des locomotives à vapeur, c'est une foule de métiers qui ont disparu aussi. Le lampiste, par exemple, eh bien, c'était quelqu'un d'important, ce sens qu'il était responsable de la luminosité et de la signalisation. Eh bien, tout ça, voilà, on n'en a plus. On vous sent un peu nostalgique. Locomotive à vapeur, ça vous manque aussi? Ben, c'est-à-dire, oui, on a coutume de dire que la nostalgie, c'est un peu le regret d'une jeunesse ou de sa jeunesse. Moi, je veux bien dire que c'est vrai, hein, mais moi, je considère que le progrès, c'est bien. C'est bien parce que, bon, la salle d'attente est plus grande, elle est plus aérée, elle est mieux. Bon, les voitures sont plus confortables, les trains sont peut-être plus rapides, tout ça, j'en conviens. Mais quand on pense qu'ici, il y avait 2 lignes qui ont été supprimées et une qui allait vers Oudin, là-bas. Et alors, nous avions la ligne 106, là-bas. La ligne 106, la petite ligne, c'était une ligne très lente. C'était une ligne bucolique, que j'appellerais ça, mais qui avait un charme, et je doute fort que les trains actuels, c'est-à-dire la ligne rapide, la ligne directe, puissent jamais nous rendre ce charme que nous connaissions avant. Où sont-ils, nos chers disparus? Partis vers d'autres cieux? L'endroit de leur dernier voyage, le seul qu'ils ont battu, l'instant de quitter le rivage se nomme cimetière, ce dernier lieu. Même dans la mort, les riches côtoient les pauvres, croyants et incroyants se retrouvent sans remords, le souvenir est bien présent. Au début, l'église était leur couverture, tout le monde y allait, tout le monde y restait, jusqu'à l'éternité. Puis, l'histoire aidant, les cimetières se sont expatriés, hors de la ville, hors de l'enceinte du religieux, le dernier endroit restant toujours le dernier lieu. C'est en 1853 que les édiles communaux ont décidé la désaffectation du cimetière entourant l'église Saint-Remy. Les premières inhumations au cimetière dont nous parlons ont eu lieu en septembre 1857. À l'époque, les carrières d'Écosine attiraient beaucoup de monde. On ne faisait pas la bouche fine pour travailler à la ronde. Dans ce cimetière, maintenant, les maîtres carriers ont leurs monuments, stèles souvenirs et inscriptions à Gemme-la-Pierre, Orneron. C'est tout l'intérêt précisément du vieux cimetière d'Écosine qui, à mon sens, devrait être classé rapidement. C'est que cette partie, en tout cas,
du cimetière d'Écosine d'Enghien comporte de nombreux monuments d'un grand intérêt dû précisément aux artistes locaux, aux sculpteurs monumentistes tels que Trécalé, Blaz et d'autres. À chaque jour suffit sa peine, à l'éternité sa reine. Ils sont ici ceux qui ont marqué la vie d'autrefois. Bien longtemps après, la pierre devient mémoire, élevée-la pour la gloire de ceux qu'on oubliait. Le docteur Darvan, ainsi que son confrère le docteur Payot, furent des médecins qui, en 1866, apportèrent aux gens frappés du choléra les soins indispensables. Inutile de vous dire que cette partie de la population était évidemment la partie ouvrière d'Écosine. Bourgmestres et députés, chefs d'entreprise et ouvriers sont tous là, couchés face au temps qui passe. Sauf un, il trouvait la mort trop basse, face à l'ennemi, mieux vaut être debout. Félix Ouverlot, qui était un excellent ingénieur et dont les vieux Écosinois se souviennent encore car il portait un sobriquet prédestiné, on l'appelait le sec cousin. Félix Ouverlot donc a marqué l'histoire d'Écosine Carrière puisqu'il est un des promoteurs de la création de l'église actuelle du Sacré-Cœur. C'était un original fini et de son vivant il s'était fait fabriquer son cercueil avec des accoudoirs et il avait voulu être inhumé debout, la tête tournée vers l'église du Sacré-Cœur fondée en 1892. Lui, il est mort en 1909, donc il avait voulu être inhumé la tête tournée vers l'église du Sacré-Cœur. Ernest Martel, tous les Écosinois savent ce qu'ils lui doivent puisqu'il a été... D'abord, au départ, c'était un autodidacte et c'est un monsieur qui est arrivé à la force d'intelligence à devenir député permanent. Il a laissé évidemment son nom à une rue d'Écosine, à une rue importante d'Écosine, et il a été un des défenseurs, évidemment, des ouvriers carriers de la région. La mort est un changement d'état dans la continuité, disent les optimistes. Elle est la fin et le néant de tout, affirment les pessimistes. Ce qui est sûr en tout cas pour nous, habitants de la planète Terre, c'est qu'un cimetière est surtout un voyage dans le temps. Je souhaite que nos édiles communaux soient attentifs à ce problème et dans les délais les plus brefs, classent la partie la plus ancienne du cimetière d'Écosine d'Enghien qui, en raison non seulement des notabilités qui y sont inhumées, mais en raison des monuments et des sculpteurs monumentistes qui ont fait précisément la beauté de tous ces monuments funéraires. Je souhaiterais que cette partie du cimetière soit classée dans les délais les plus brefs. Viscéralement attachées l'une à l'autre, l'extraction de la pierre et l'histoire d'Écosine se superposent et se confondent. Pierre à chaud, calcaire fragnat, grès, toutes ces roches sorties du sous-sol écosinois ont participé à l'expansion économique de la région. Mais une pierre a surtout contribué à la renommée du site, le petit granit. Bien, petit granit est une appellation un peu dérivée de son sens premier parce que le granit est une pierre d'origine volcanique. Alors que ici, c'est une pierre purement calcaire et on l'a assimilé au petit granit par sa couleur. On l'a appelé petit granit par sa couleur qui ressemble assez à celle du granit, mais c'est une fausse appellation.
petit granit ou pierre bleue, il faut remonter au XIVe siècle pour trouver trace de son exploitation. Limitée par les problèmes techniques, l'extraction se fait alors en surface, là où effleure la roche. L'énergie utilisée est animale, il est donc logique de retrouver parmi les exploitants de la première heure les propriétaires de chevaux, c'est-à-dire les agriculteurs. Ce sont des agriculteurs qui ont trouvé donc de la pierre dans leur champ et qui commencent à exploiter. Petitement, pour la bonne raison que dès qu'on arrive à une certaine profondeur, il y a des sources. Les sources noient les trous de carrière, le pompage c'est quelque chose de tout à fait illusoire à la main, hein, ça ne donne pas grand-chose. Alors il y a les pluies aussi, les pluies d'hiver, les carrières sont ouvertes. Artisanale jusque-là, l'exploitation des carrières va bénéficier, comme d'autres industries, des grandes révolutions techniques du 19e siècle. Comme progrès technique, nous avons d'abord la vapeur. Quand la vapeur est arrivée dans les carrières d'Écosine, évidemment, ça a été beaucoup plus facile. Parce qu'on a pu pomper les eaux, et pomper profondément, avec des machines à vapeur. Le système de levage, évidemment, les grues, les ponts, etc. sont arrivés. Deuxième source de progrès, le rail, 1842. C'est la mise en service de la ligne de chemin de fer Manage-Braine-le-Comte. Elle comprend une petite gare appelée Écosine-Carrière. Les principaux sites d'exploitation vont se relier au réseau d'État, créant ainsi une toile d'araignée de voies ferrées industrielles. Le chemin de fer et la vapeur vont donc révolutionner les techniques d'extraction. Elles projetteront les carrières de l'ère de l'artisanat à l'ère de l'industrialisation. Un passage qui demandera l'injection de capitaux considérables. Les anciens propriétaires, incapables de financer cette évolution, vont dès lors céder la place à d'autres exploitants. Par le biais des sociétés anonymes, les carrières vont changer de main. Ces carrières se sont agrandies et alors quand tous ces progrès sont arrivés, nous avons eu évidemment beaucoup de gens qui ont voulu exploiter les carrières parce que ça rapportait. Et nous avons eu là des maîtres de carrière qui n'étaient plus des carriers, mais qui étaient des hommes d'affaires. Des gens qui n'avaient jamais vu un caillou de près ni de loin, mais qui sont arrivés et qui ont fait prospérer ces carrières parce qu'ils ont donné un essor commercial que les carrières n'avaient pas. La fin du 19e siècle et le début du 20e vont voir les carrières d'Écosine connaître leur heure de gloire. Les grandes demeures patriciennes construites par les maîtres carriers témoignent de cette prospérité. À la grande époque, 6 bassins de pierre de taille seront en activité. De l'est vers l'ouest, on citera Restaumont, Tillarmont, Maillermont, Les Marlières, La Vedelle et enfin Scouflény. Le déclin de cette industrie viendra de l'épuisement des bancs de petits granits. Un épuisement qui s'explique de par la disposition du gisement situé sur une ligne droite reliant Soigny à Écosine. Cette ligne droite représente l'endroit où le gisement affleure au sol. C'est-à-dire que sur cette photo-ci, c'est cette direction-là. Ceci étant le nord, eh bien ça va de l'ouest à l'est. Si nous pouvions creuser ici, nous retrouvions un petit granit. Malheureusement, vous voyez que c'est une zone habitée. Donc la seule progression que nous avons, c'est vers le sud. Et le petit granit, dans la zone où il a été exploité, voici 100 ans ou 200 ans, eh bien il est environ, il est à la surface. Tandis qu'il s'enfuit vers le sud avec une pente de 22 à 23%. Si bien que quand nous progressons vers le sud, 100 mètres plus loin que l'endroit où il affleure, eh bien, il est 23 mètres en dessous du niveau du sol. À Écosine, la pierre de taille n'est plus extirpée du sous-sol. Exploitée à grande profondeur n'est pas rentable. Dès lors, la seule activité encore intéressante sur un plan purement commercial est l'exploitation de l'arrache,
un sous-produit situé juste au-dessus des bancs de petits granit. C'est ce à quoi s'affaire Nocar Centre sur l'ancien site de Restomont. Devenues réservoirs pour la Société des Eaux ou pleines de jeux, les carrières d'Écosine demeurent pour témoigner du passé industrieux de la cité. Alors reverra-t-on un jour des blocs de pierre bleue ressortir des carrières d'Écosine? Rien n'est moins sûr, pourtant beaucoup mis sur une hypothétique réouverture de Scouflény, et cela sous l'égide des carrières du Hainaut. À Écosine, on se tient prêt, la jointure est réalisée par ces petits patrons de chantier qui travaillent toujours le granit, même s'il provient d'ailleurs. Non, actuellement non, parce qu'il n'y a plus de carrière à Écosine en activité, à part le concassé. Donc ça vient de la carrière Gauthier à Soigny. Il y a encore beaucoup de gens comme vous qui travaillez la pierre ici à Écosine, c'est une tradition? Oh, il y a beaucoup moins de chantiers qu'avant, mais quand même, il y en a encore quand même quelques-uns. Et quel type de travail effectuez-vous? C'est tout à fait varié. Hein. Ça actuellement ce sont des petites clés donc pour les fenêtres, les portes et tout. On fait des seuils, on fait des cheminées, on fait même des monuments funéraires plus rares, mais on fait tout quoi, en pierre bleue. C'est une tradition dans votre famille de travailler la pierre? Ben oui, j'avais mes parents, père, grand-père et tout, qui étaient tailleurs de pierre, oui, mais pas ici à Neuville. Et vous croyez que ça continuera? Ben, on l'espère toujours, hein. C'est pour ça qu'on est là. Situé à la limite de Marches-les-Écossignes, entre les hameaux de Hubessard, de Tribereau, de Payel et de la Tasnière, le hameau de Scouflény détient une histoire riche en événements. Mais préalablement, avant toute considération historique, il convient peut-être de définir le terme hameau, et nous le ferons d'après le Petit Larousse illustré. Groupement de quelques maisons rurales situées en dehors de l'agglomération principale d'une commune. L'abbé Jousse, grand témoin du passé d'Écossignes, raconte. Le hameau de Scouflény faisait partie, sous l'Ancien Régime, de la seigneurie foncière d'Écossignes-Lalin, dont vous connaissez le château fort. Cet hameau se situe à la limite de Marches des Écossignes et d'Écossignes-Lalin. Les hameaux voisins sont ceux de la Tasnière, de la Tartarie et de Payel. Au beau milieu du XIVe siècle, le hameau de Scouflény sortit soudain de l'anonymat. Et ce, grâce à un événement étrange, encore et toujours inexpliqué. Il s'est passé ceci, d'après la légende, c'est qu'un vendredi saint, des bûcherons qui étaient chargés par le seigneur de Lalin d'aller émonder les arbres étaient occupés à émonder un orme au lieu dit Scouflény. Scouflény signifie, venant du vieux wallon escoufle qui signifie épervier. Les bûcherons en question ont trouvé par hasard dans le nid abandonné d'un épervier une petite statuette de la Vierge Marie portant l'enfant Jésus. Cette statuette, évidemment, ils l'ont portée immédiatement à leur Seigneur, qui l'a mise en bonne place dans son château fort. Que s'est-il passé? Toujours est-il que la Vierge avait disparu. Et on la retrouve de nouveau au même endroit, c'est-à-dire sur l'orme qu'on était occupé à émonder. C'est de là qu'est venue alors l'idée que la Vierge voulait rester à cet endroit et nulle part ailleurs. Suite à cela, le seigneur local Simon de Lalin fit ériger une toute petite chapelle qui, au cours des siècles, est devenue un lieu de pèlerinage. Parmi les bienfaiteurs, on retrouve la famille Boulle. Jacques Marboul, lui, a fait bâtir la plus ancienne partie de l'église Saint-Aldegonde. Quant à son frère Romain, lui s'est occupé de fournir des dons pour la chapelle de Scouflény. En 1612, la chapelle subit quelques transformations. En 1612, la chapelle a été agrandie par le meunier du fief. Le moulin du fief est l'actuel
vieux moulin que les Écossinois connaissent bien le long du boulevard de la Sénette. En effet, le meunier du fief, Adam Leroy, et son épouse Anne Renouard, dont on fait agrandir la chapelle. Et à l'intérieur de cette chapelle, vous pouvez y voir notamment l'épitaphe qui rappelle ce souvenir. Malgré les soubresauts de la Révolution française, la chapelle fut sauvée grâce à un stratagème astucieux du fermier de la Sens de Scouflény. Il est exact qu'au moment de la Révolution française, le fermier de la ferme dite de Scouflény s'est servi de la chapelle comme fenil et c'est ce qui l'a sauvé. Pendant des siècles, le hameau de Scouflény étant très boisé, l'activité principale qui s'y exerçait était celle des bûcherons uniquement. Et en 1892, un marchois, Jules Bougard, à l'aide d'un sondage, découvrit qu'il existait sur les terres de Scouflény de la pierre bleue. Il a cru pouvoir acquérir ce terrain et pouvoir l'exploiter à son compte. Malheureusement, il a perdu son procès et c'est la famille Adobandini de Sarcida, avec d'autres actionnaires étrangers, qui ont mis en valeur alors le site. C'est ainsi que naquit le 6 octobre 1896 la Société anonyme des carrières de Scouflény à Écossynes. Aujourd'hui, cette carrière est inondée et dominée par un immense pont d'extraction, témoin de l'activité de la gigantesque carrière de pierre bleue. Mais terminons notre périple à Scouflény en évoquant cette fameuse croix mystérieuse. Les faits remontent à octobre 1924. Un jeudi soir, une jeune fille se fait agresser par un inconnu cagoulé sans aucune raison évidente. La jeune fille est exemplaire et très appréciée par son patron, même trop, diront les mauvaises langues. La rumeur s'étend très vite jusqu'au jour où l'on apprend que l'agression avait été commanditée par l'épouse du patron, assaillie par une violente jalousie. Plus tard, l'épouse jalouse se repentit et pour réparer son erreur, fit dresser en secret à l'endroit de l'agression une croix d'expiation en pierre bleue. C'est ainsi que pour vous, au moins, cette croix n'est plus toujours aussi mystérieuse. Les plus attentifs d'entre vous ont peut-être déjà remarqué que l'église Sainte-Aldegonde d'Écossynes porte sur certaines de ses pierres une marque. Elle est la signature des nombreux tailleurs de pierre qui ont fourni les constructeurs de l'église. L'une d'entre elles est légendaire et les spécialistes la reconnaîtront au passage. Il s'agit de la griffe de Jacques Marboul. Jacques Marboul est un remarquable maître tailleur de pierre qui a fourni des pierres pour beaucoup d'églises et beaucoup d'édifices civils, non seulement en Hainaut, mais aussi en Flandre. Jacques Marboul est celui qui a fait bâtir, suite à la demande de son seigneur Michel de Croÿ, l'église Sainte-Aldegonde qui se trouve derrière moi présent. La plupart des pierres qui se trouvent ici derrière moi, donc l'église dans sa partie ancienne a été bâtie entre 1501 et 1504, la plupart de ces pierres portent le sigle de Tacheron, donc, qui est une équerre, qui est le signe de Jacques Marboul. Outre les marques de Jacques Marboul, cette église comporte bien d'autres éléments intéressants. À l'intérieur de l'église, vous y trouvez un tableau de Gaspard de Crayer qui n'appartient pas à la fabrique d'église, mais au musée royal de Bruxelles. Vous y trouvez la pierre tombale de la sœur de Pierre-Paul Rubens, Blandine Rubens, qui avait épousé le bailli local Siméon du Parc. Vous y trouvez aussi des orgues remarquables. Ce sont des orgues qui sont sortis des ateliers Cavaille-École de Paris. Elles ont été données à l'église Sainte-Aldegonde d'Écossynes-Lalin par Anna Bock, la fille du grand faïencier de la Louvière, propriétaire des faïenceries Kéramis. Ce sont des orgues uniques en Hainaut, pour autant que je sache. Ce sont des orgues romantiques. Elles sont de valeur inestimable. Elles ont été restaurées en 1988 par le facteur d'orgue Marc Lerida. Depuis la fusion des communes, le Cercle d'histoire locale et les autorités du Nouvel-Écossynes, regroupant les anciennes communes d'Écossynes-d'Anguien, d'Écossynes-Lalin et de Marche, ont décidé de nommer ce qui était anciennement la rue de l'église, rue Jacques Marboul, en l'honneur de ce maître tailleur de pierre. La rue s'appelle rue Jacques Marboul, mais c'est une dénomination récente.
Autrefois, comme la plupart du temps, lorsqu'il y a une rue qui débouche à l'église, elle s'appelait tout bêtement rue de l'église. Elle s'appelle aujourd'hui rue Jacques Marboul et c'est le cercle d'histoire d'information locale qui, en accord avec l'administration communale, a changé cette dénomination de rue de l'église car il y avait, suite à la fusion, 2 rues de l'église et une rue de la Cure, c'était un peu beaucoup. Nous avons voulu changer ce nom et donner le nom de rue Jacques Marboul parce que le maître Jacques Marboul est un éminent marchand de pierre et tombier originaire d'Écosine. Cette rue de 300 mètres de long, à sens unique, relie aujourd'hui la place des Martyrs où se situe l'ancienne maison communale d'Écosine-Lalin, au carrefour des rues Closière-du-Fy et de l'Espinette. Il s'agit de l'une des rues les plus prisées lors du goûter matrimonial. Si vous venez de la gare d'Écosine-Carrière à pied, il vous faudra bien 3/4 d'heure avant d'arriver au hameau d'Ubersart. À la fin du 19e siècle, un cousin d'un habitant d'Ubersart l'a fait. Un surnom est resté au hameau. C'est qu'à la fin du siècle dernier, ce hameau était très agricole, il y avait peu de maisons, et un Écosinois crut bon d'y faire bâtir sa maison. Et pour striner sa maison, c'est-à-dire en quelque sorte l'inaugurer, il avait invité sa parenté venant de l'extérieur. Ces gens venant de Bruxelles ont dû se taper plus d'1 heure à pied depuis la gare d'Écosine-Carrière et quand ils sont arrivés fatigués, essoufflés dans la nouvelle demeure, ils ont dit à leurs parents « Et est-ce que vous êtes venus vos mostici? Qu'est-ce que vous êtes venus faire ici dans ce trou ?» D'où l'appellation. Ce lieu, Mostici, tient son nom d'un parfait inconnu, un certain Hubert. Autre particularité du hameau, il possédait son mailleur et ses échevins avec droit de justice. Le hameau d'Ubersart tient son nom de Hubert et Essart, qui signifie terre défrichée. Ce terme apparaît pour la première fois en 1277 dans des actes écrits. Cet hameau tient son originalité à ceci, c'est qu'il avait son mailleur et ses échevins particuliers, et donc cette terre cette terre d'Ubersart a été achetée par le seigneur d'Écosine, Gilles d'Écosine, donc en 1277 à un certain Henri Pestiel, dit du Mortier, d'où l'appellation aussi de sens terre du Mortier. Inutile de dire que ce statut particulier, au sein même de la seigneurie d'Écosine, est tombé après la Révolution française. Aujourd'hui restauré par un jeune couple amoureux des vieilles pierres, la Cense du Mortier, cet ancien fief, abrite quelques témoins du passé, comme cette chapelle du XVIe siècle en pierre bleue de Soigny. Mais pour les promeneurs, curieux et observateurs, Ubersart est riche en découvertes. Entre les hameaux de Scouflény, la chapelle en marque la frontière, de la Tasnière au sud et du hameau de Tribereau au nord, Ubersart se peuple aujourd'hui de maisons superbement restaurées où le passé a pignon sur rue. Aujourd'hui, cet hameau a plutôt tendance justement à être peuplé par des gens qui font bâtir leurs demeures, qui ont amélioré des fermes anciennes, mais autrefois, donc, il était tout à fait agricole. Il y a beaucoup de choses à découvrir, mais il faut prendre le temps, il faut y aller à pied. Oui, on gagne à visiter Ubersart en y allant à pied parce qu'il y a de petits sentiers et on peut y découvrir beaucoup de choses au coin d'une grange, de petites chapelles ou des choses de ce genre.
Et si vous passez par la rue de Beaufort, déformation probable de beau et faux, qui signifie le être, essayez de trouver le trésor des Français. Lors de la débâcle de Waterloo, des officiers payeurs de la Grande Armée, sur le point d'être rattrapés par les troupes alliées, y ont enfoui un coffre rempli d'argent. Ils espéraient le récupérer plus tard. Aujourd'hui, quelques vieux racontent y avoir vu rôder des officiers français. C'était entre les deux guerres. Depuis, l'argent dort sans doute encore. Situé sur le territoire d'Écossynes d'Anguien, le hameau Malon-Fontaine offre à ses habitants une oasis de calme et de verdure. Seuls les trains viennent troubler cette douce quiétude des Malognes. Malogne qui signifie des marais, des marécages. Et fontaine, parce qu'il y avait beaucoup de fontaines, c'est-à-dire des sources, qui étaient apparentes et où l'on puisait de l'eau jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Maintenant, la société intercommunale des eaux est intervenue à Écossynes pour pomper les eaux des carrières. Elle pompe non seulement les eaux des sources des carrières, mais des autres sources en général, et nous n'avons plus d'eau pour ainsi dire. Et donc le hameau va s'appeler comment alors? Ah, il pourrait s'appeler Malon le Sec. On pourrait même supprimer le nom de Malon puisqu'il n'y a plus de marais. Lorsque l'eau y était abondante, un moulin à eau permettait la fabrication de la farine destinée à subvenir aux besoins des moines, les plus anciens propriétaires du hameau. Quand l'abbaye de Saint-Feuillin s'est formée au Reux en 1125, ils ont voulu avoir des propriétés par ici et Viscard d'Écossynes, qui était seigneur d'Écossynes, leur a donné donc des terrains qu'ils ont essartés. Ils ont construit une ferme, ils ont mis à côté de la ferme un prieuré où il y avait 2 ou 3 moines qui vivaient en conservant des reliques dites de Saint-Cernin. Suite à la Révolution française, les moines furent chassés et leurs terres furent vendues comme biens nationaux en 1797. De nombreux acheteurs se sont succédés jusqu'à aujourd'hui. Le hameau a heureusement pu conserver sa superficie initiale, soit environ 60 hectares. Mais le moulin, qui avait servi aux moines, a été racheté par un autre que par celui qui a acheté la ferme, à la vente des biens nationaux, et puis il a été vendu, revendu, etc. Et maintenant, il est tout simplement une maison d'habitation. Ce qui fait aussi partie du paysage du hameau Malon-Fontaine. Ce qui fait partie du paysage, c'est le pont que le chemin de fer a créé, a bâti, pour traverser la vallée. C'est un pont de 9 arcades, qu'on appelle vulgairement les 9 arcades, qui a été construit en 1842, quand, en 1842, la ligne de chemin de fer Braine-le-Comte-Manage a été mise en service en 1842. Ces trains, semble-t-il, font partie de la vie des habitants de Malon-Fontaine. Là, les heures s'égrènent lentement à la cadence des Micheline et autres locomotives. Y entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? En juin 1944, c'est bien évidemment le débarquement allié, débarquement dont on fête le 50e anniversaire. En septembre 1944, c'est la libération d'Écossynes. Libération qui s'est passée d'une façon assez calme et pourtant il y eut bien sûr les inévitables échauffourées et tirs de fusil par-ci par-là. D'abord, il y a eu l'attentat de la rue des Otages les 8 et 9 juin 1944 où les partisans armés ont assassiné le chef de la Gestapo de Bruxelles, un certain Murer. Les gens sont stressés. Le 30 juin, la bande Duquesne s'est évident à Écossynes et un certain Camille Bouillère est assassiné chez lui. Donc les gens ont toujours peur. Et nous voilà au début septembre. Le 3 septembre, Bruxelles est libérée. Le 3 septembre à Écossynes, les Allemands sont en débandade. Ils repartent avec
les chevaux, vieilles charrettes et tout ce que l'on veut, mais pas du gros charroi. Ce sont des groupes épars, mal rasés, hirsutes, fatigués, qu'il ne fallait pas tellement bien fréquenter. Parmi ces incidents, n'oublions pas celui du 3 septembre 1944 à Ronquières. Un résistant d'Écosine, Anselme Marie, se fait tuer dans un combat particulier. Beaucoup de personnes lui rendirent un dernier hommage. Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Le 4 septembre, les incidents se produisent en marche et c'est le combat qu'on appelle le dit du bois de la rengaine. Le 5 septembre à 10 heures, un officier supérieur allié dont je n'ai pas pu découvrir la nationalité se présente dans cette administration communale. Est alors présent le bourgmestre d'Écosine-Lalin, Georges Soupard. Se trouve également le secrétaire communal qui s'appelle Victor Cuvelier et Victor Dumanier, pardon, et son premier échevin qui s'appelle, comme par hasard, également Victor Dumanier. Cet officier supérieur allié, qui n'a pas pu trouver sa nationalité, demande à voir le responsable du mouvement national belge. Cette demande est faite à la demande du gouvernement de Londres. Et c'est ainsi que l'on trouve un certain Armand Lyon, mais qui est très souffrant, qui est désigné, qui se voit confier la mission du maintien de l'ordre. La gendarmerie locale est tenue de se mettre à la disposition d'Armand Lyon. Les troupes alliées sont arrivées de par là, derrière moi. Elles provenaient de Braine-le-Comte et ont débouché sur cette grande place d'Écosine. Les familles étaient aux champs, c'était le mois de septembre, c'était la culture des pommes de terre. On a entendu les cloches sonner, tout le monde est arrivé sur cette grande place et bien évidemment, c'était la fête. On a sorti les drapeaux et on a embrassé les soldats américains. De la mine descendaient des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs. À un moment donné, on entend les cloches qui sonnent à toute volée. On abandonne tout. Les ouvriers de carrière arrivent en grand nombre et c'est sur la place. Et on crie, les Américains sont là, les Américains sont là. Jusqu'à un certain moment, derrière moi, à la rue de la Marière, apparaît un véhicule blindé, un petit blindé, non pas chenillé, c'est monté sur pneu. Les Américains sont là, voilà, pour l'historien que je suis, représentant le cercle des soirs d'Écosine, voilà comment a eu lieu la libération d'Écosine. Libération assez calme. Libération calme, bon, bien sûr, ensuite, les résistants qui étaient quand même assez échaudés, on est parti à la recherche des collaborateurs, on en a exposé quelques-uns là au balcon de l'administration communale. Pendant le même temps, on a tendu quelques têtes de femmes ici sur ce kiosque. Un drapeau est apparu sur un immense mât qui se trouvait là, puisque c'était un café, une ferme, à l'emplacement du monument. On est allé voler un cochon dans cette ferme, on l'a brûlé en face de la supérette. Voilà à peu près, dans ces grandes lignes, la libération d'Écosine, sans combat, sans effusion de sang. On en avait eu assez quelques jours plus tôt. Voilà ce que je peux vous dire. Scène de joie et de liesse populaire, à peu près pareille dans chaque village libéré. Les familles retrouvent enfin le mari, le fils ou le fiancé trop longtemps parti. Quand un soldat revient de guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale. Partir pour mourir un peu à la guerre, à la guerre. Nous avons été prévenus le 6 juin du débarquement que nous étions mobilisés. Nous avons été prévenus quand on a entendu qu'on avait débarqué. À l'avance, on ne connaissait rien du tout. Donc, nous étions mobilisés à partir du 6 juin. Quand les Alliés ont avancé, qui sont arrivés donc à la frontière belge à peu près, nous avons été mobilisés dans nos zones. Donc, nous avions, moi je faisais partie de la zone B20, et nous avions un refuge entre Senef et Marche. Eh bien, nous avons été tenus à la disposition du refuge. Libération, comme je dis, pour moi, qui n'arrête pas donc de
je suis d'Écosine d'Anguien, mais de l'autre côté d'Écosine d'Anguien, à 3 km d'ici. Hein, nous étions dans la carrière. Et c'est donc un directeur de carrière qui nous avait donné la permission de nous cacher dans la carrière, qui a trouvé moyen de dire qu'on était libérés, que les Américains étaient donc arrivés à Mons. C'est à ce moment-là, même les Américains, pour ainsi dire, je n'ai vu que l'intendance. Je n'ai pas vu de chars américains, je n'ai vu que des chars allemands. Avant la libération, en représailles d'une action de la résistance qui avait tué 3 soldats allemands, les forces d'occupation décidèrent de fusiller 90 otages. Heureusement, Madame Berlinguy réussit à sauver ces 90 otages. Ils ne furent point fusillés, mais on les envoya dans un camp de concentration. Grâce à Madame Berlinguy, donc, beaucoup d'habitants d'Écosine eurent la vie sauve. On connaît bien le château qui l'abrite, mais le hameau lui-même est mal connu. Il s'agit du hameau de la Folie à Écosine d'Anguien. Peu étendu et peu peuplé, il se situe à la limite des communes anciennes d'Écosine d'Anguien et d'Écosine-Lalin. Il est limité par le hameau de Triboureau, le hameau de Waugenay, le hameau de la Bassée, disons ça d'une façon générale. Alors quelles sont les principales caractéristiques du hameau? Qu'est-ce qui fait son intérêt? L'intérêt du hameau de la Folie, c'est qu'il est resté très agreste et c'est un des endroits les plus riches sur le plan du passé. Sur son sol fut en effet érigée la forteresse, transformée plus tard en château. Siège du pouvoir civil sous l'Ancien Régime, il était également la demeure des seigneurs du Grand Écosine ou de la seigneurie de la Folie. Le hameau de la Folie n'a rien à voir avec la démence, évidemment, mais avec le bas latin folium, qui veut dire endroit boisé, endroit feuillu. En effet, nous nous trouvons dans le creux d'une vallée. Le hameau de la Folie était un endroit stratégique important pour le comte de Hainaut, puisqu'autrefois Ronquière faisait partie du duché de Brabant, et au hameau de la Folie se trouvait un gué permettant aux Brabançons de faire de temps à autre des incursions. Une porte militaire y fut érigée au 8e siècle. Transformé au cours des siècles, le château est visitable aujourd'hui sur demande. Non loin de là, une carrière de grès subsiste, elle se trouve juste face à l'entrée du château. Aujourd'hui inondée, elle fait le délice des pêcheurs à la ligne qui y ont mis du poisson. Ils l'appellent plus communément le gouffre ou mieux encore, elle trou du comte. Dominant le site rendu sauvage par l'abondance de la végétation et notamment du lierre, une construction en pierre que l'on croit liée au château, mais qui n'est en fait qu'un ancien bureau de carrière à l'abandon, construit au XIXe siècle en style romantique. Aux abords de cette carrière s'étend une longue et belle drève allant jusqu'à la rue d'Henri Pont, appelée aussi la drève des amoureux. Entre le château et la carrière, la rue de la Folie, si on la remonte, elle nous conduit tout droit à l'église Saint-Rémy, dont le clocher apparaît au détour de la rue. Sur la gauche, ce petit chemin nous conduit à la rue Saint-Rémy. Il longe ce mur de pierre qui semble sortir tout droit du passé. Il y a très longtemps, les enfants, au village d'Écosine, au hameau de la Dîme que vous connaissez bien, il y avait autrefois de nombreuses grottes. La plus célèbre, c'était ce que l'on appelait le trou des fées. En effet, dans cette grotte vivaient de petits êtres humains
hommes et femmes que vous connaissez bien sous le nom de Schtroumpfs. Cette grotte était habitée par de petits êtres humains qui étaient des gens très serviables. Marguerite, Lucienne, Blanche, Marie, Pauline. Serait-il possible de laver ces mannes de linge rapidement? Madame, on a absolument besoin pour la fête de ce dimanche. Oui, monsieur. Bien, monsieur. Ces petits êtres avaient l'habitude de rendre des services, en particulier au personnel des fermes, aux servantes notamment, qui le samedi soir, comme toutes les jeunes filles, aimaient bien d'aller au bal. Pas vite gêné, monsieur. Nous demandez de laver rapidement du linge et pour dimanche en plus. Bien dit, Lucienne. Je n'ai pas du tout envie de travailler. Je préférerais aller à la fête et voir mon juge. Vous savez ce qu'il nous reste à faire? Oui, allez porter ce linge à la Léniton. Allons-y. Allons-y. Oh là là. Les lutins, qui étaient d'habiles et ingénieux artisans, travaillaient la plupart du temps. Bûcherons, chercheurs de métaux précieux, forgerons, ils étaient au service de la population. Mais l'ingratitude des humains est parfois bien cruelle, car un jour... Hé, Léniton, voilà qu'elle nous apporte encore du travail. Si au moins nous avions quelque chose en échange. Comme de belles tartines bien beurrées ou des œufs bien frais. N'oubliez pas que ces dames nous ont toujours bien gâtés. Elles nous ont jamais oubliés. Hé, les lutins, venez vite voir ce que les humains nous ont apporté. Une belle grosse tartine. Ouah, une bien drôle d'odeur de tartine. Ah, les fripons, ils ont remplacé le beurre par quelque chose qui sent très mauvais. Ah, c'est ainsi. Désormais, ils ne nous verront plus habiter ces lieux.